ce témoignage, d'être présent ce soir pour échanger avec nous. Je vais commencer par me présenter brièvement et effectivement, derrière on ira assez rapidement sur l'introduction que je vous ai prévue. Il y a un certain nombre de sujets qui devraient pas mal lancer la soirée de ce soir et la conversation. Et clairement, le message, il a bien été donné par Benoît. C'est clairement pas une conférence, mais plutôt, une première date pour discuter avec vous, vous exposer un petit peu notre vision de la New School. Vous avez vu que dans le slogan de FBS, il y a effectivement cette promesse d'un New World, mais d'un New School aussi. Et voilà, votre avis clairement nous intéresse sur tous ces éléments. Donc il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des bonnes interrogations ou réflexions à échanger ce soir. Alors, j'ai la chance d'être directeur du Learning Hub, qui est la cellule effectivement innovation pédagogique qui a été formalisée au sein de FBS. Pour faire assez simple, on a deux grandes missions à l'équipe du Learning Hub. C'est une dimension un petit peu boîte à idées, c'est-à-dire la dimension imaginer quelle sera la New School de demain, et à travailler, à imaginer aussi bien des questions techniques comme l'intégration des nouvelles technos, des tablettes, des MOOC, on pourra parler de ces éléments dans la pédagogie FBS. Il y a un côté effectivement recherche d'innovation et d'idées, si possible, pertinentes par rapport à notre positionnement. Et puis il y a une dimension aussi, boîte à outils, qui est, une fois qu'on a ces réflexions et ces dispositions sur la nouvelle pédagogie FBS, qui est de le diffuser au sein du corps professoral d'FBS, et puis toutes les parties prenantes, puisqu'après tout, les écoles n'ont pas que des profs permanents, mais vraiment toute une cohorte d'intervenants. Donc voilà, il y a cette diffusion aussi un peu université interne qui fait partie de la mission du Learning Hub. Accessoirement, avant ce nouveau mandat qui est la direction du Learning Hub, je suis prof aussi, donc vous avez entre guillemets un vrai prof sous la main pour réfléchir à ces questions, sachant que je ne suis pas un pro d'innovation en tant que tel, puisque mes premiers amours en tant que prof, pour faire très très simple, c'est que je suis prof de droit, donc vous voyez, effectivement la réaction est assez... S'il y en a qui en bavent pour faire passer un message assez fun à des étudiants en école, je vois bien ce que c'est en général. Et le deuxième handicap que j'ai, c'est que depuis 10 ans, 90% de mon temps, c'est plutôt sur les questions de développement durable et de responsabilité sociale. C'est encore une autre difficulté, parce que ça correspond dans le milieu académique à une non-matière. C'est un mélange de matières un peu diverses. Voilà. Et tous les sujets qui nous intéressent ce soir, l'innovation, le design, la pensée design, etc., sont les choses qui me passionnent aujourd'hui. Donc voilà, pour être bref. Donc, pour préparer cette discussion ce soir, je me suis forcément posé la question de comment j'allais attaquer. Alors, en général, le plus dur, c'est de trouver l'entame, c'est la fameuse première question, le début. Donc, j'ai réfléchi à ce que j'allais vous raconter pour lancer cette discussion. Et, forcément, je connais normalement le pouvoir du storytelling pour lancer une petite discussion. Donc, j'ai décidé forcément de vous raconter ma semaine dernière. Et je me suis dit, bon, c'est pas plus belle qu'autre chose. Et pour faire simple, la semaine dernière, c'est une vraie photo que j'ai prise avec mon iPhone. J'avais la chance d'être sur ce campus à Shanghai. Et pour y enseigner pendant une dizaine de jours avec des étudiants de MBA en Chine, le développement durable, la question de la sustainability, ce qui n'est pas bête en Chine, normalement, ce qui est plutôt assez intéressant avec les étudiants chinois. Et c'est, pour être assez direct, c'est la deuxième année que j'avais la chance d'y aller. Et cette année a été plus agréable que l'année dernière. Parce que l'année dernière, en fait, j'ai découvert un truc, une dimension culturelle qui m'a un peu déstabilisé. C'était la première fois que je travaillais directement avec des étudiants chinois. Et pour vous raconter l'histoire de manière simple, j'étais allé de manière très pro, j'avais mon matériel, j'avais des slides, tout était bien cadencé, pas de soucis. J'ai été prêt pour faire 10 jours de cours et en 3 jours, j'avais bouffé tout mon matériel pédago. Tous mes slides étaient passés pour un problème assez simple que j'avais juste pas trop identifié, c'est que mes étudiants chinois, ils participent pas du tout. Et du coup, tous mes trucs classiques du genre, mais qu'est-ce que vous pensez du consommateur responsable, des trucs comme ça faisait un bide.
terrible, et à chaque fois que j'en sais le truc, j'avais 0 réponse. Premier jour, bon, j'avance. Deuxième jour aussi, puis alors, je commençais sincèrement à baliser en me disant il y a un truc, ça va pas du tout, et donc j'en ai interpellé quelques-uns et je leur dis ok, bah, qu'est-ce que c'est, c'est moi, c'est mon niveau d'anglais. Et mes étudiants me disaient l'année dernière, non, c'est gentiment, on m'entend de manière élégante, non, c'est pas vous, l'anglais ça va, machin, etc. Mais en fait, nous on n'a pas l'habitude, on n'a pas l'habitude de participer, donc on est super mal à l'aise avec vos questions, qui sont ultra ouvertes. Et culturellement, le prof il est là pour délivrer un savoir, point barre. Et donc, terminer la petite histoire, conséquence, c'était que c'était beaucoup moins fun que cette année, ça voulait dire tous les jours recréer un nouveau cours pour le lendemain pour avoir des trucs à dire. Et du coup, cette année, je m'étais promis de faire un truc un peu plus intelligent et d'essayer de moins avoir à bosser la journée, forcément. Donc, voilà, il a fallu trouver des astuces. Et vous allez voir où je vais en venir, qui a quand même un lien avec mon histoire, un lien avec la thématique de ce soir. Du coup, l'astuce, vous connaissez tous ce type de support. L'astuce, ça a été d'utiliser des séquences pédago assez différentes et d'utiliser entre autres les fameuses conférences TED qu'on connaît tous ici. Et pour tout ça, pour arriver à faire un truc qui a pas mal marché. Et je trouvais que c'était une petite histoire qui introduisait bien notre propos, parce qu'honnêtement, la réflexion sur l'innovation pédagogique, sur la technologie, a permis, alors peut-être pas d'avoir un cours 4 étoiles comme j'ai voulu le signifier ici, mais en tout cas quelque chose d'assez qualitatif. Pour une raison simple, c'est que, ils n'avaient pas au bout du compte qu'un prof, mais ils ont eu une succession d'experts, de Al Gore à l'autre, qu'on amenait directement en salle de cours de manière assez simple. Et ça, je trouve que c'est une réflexion, c'est une innovation pédagogique qui est assez nouvelle. C'est-à-dire que le métier de prof, jusqu'à il y a quelques temps, encore tomber assez récemment dans le piège, c'était effectivement de digérer un certain nombre de savoirs, de lire plus que les autres, faire de la recherche plus que les autres, et puis tout ça, mettre ça élégamment ou pas trop sur un PowerPoint, puis délivrer un savoir très unilatéral. Au bout du compte, c'est quand même plus qualitatif que ce soit Al Gore qui passe son message plutôt que moi, il est quand même plus doué que ce que je peux être, et puis il a tout le support qui est efficace. Deuxième truc, forcément, l'usage de la vidéo crée une rupture pédago qui était assez intéressante. Ça ne donnait pas quelque chose d'unifié en 3 heures, mais créer des séquences qui étaient beaucoup plus interactives. Les sous-titres, c'est génial en utilisant la version TED. C'est-à-dire qu'en un quart d'heure, vous téléchargez la conférence de l'expert mondial sur un thème. En plus, tout a été traduit en 25 langues dans une logique très wiki skills. Ça veut dire fruit d'une intelligence collective. Toutes les vidéos sous-titrées en chinois, comme jamais j'aurais pu le faire, de manière ultra efficace. Et puis, on connaît tous l'efficacité redoutable du format TED, le fameux 17-18 minutes parfaitement calibré pour que le cerveau ne soit pas saturé. Du coup, là aussi, tout l'effort fait par cette question, et sur lequel on reviendra sur l'apport des sciences cognitives, par exemple, le fait d'éviter de balancer des séquences pédagogiques qui ne soient pas adaptées aujourd'hui au fonctionnement du cerveau, était quelque chose qui clairement a donné des succès assez intéressants. Du coup, voilà, cette petite histoire, c'était pour introduire effectivement ce constat FBS en matière d'éducation, et vous allez voir qu'il y a quelques points d'introduction que je voulais souligner pour lancer notre discussion de ce soir. Premier constat, effectivement, dans ce besoin un peu de réenchanter l'éducation, c'est que l'éducation, et c'est facile à dire, est en train de subir un sacré coup d'accélération en ce moment. Dans les débats qu'on va avoir, les sujets qu'on va discuter ensemble ce soir, je pense que les MOOC, par exemple, c'est vraiment un truc à discuter ensemble, sont une vague en termes de révolution que, pour ma part, j'avais même sous-estimé dans les premiers mois quand ils sont arrivés, sachant que il y a un vrai débat sur le M de MOOC avec le problème de la massification, la question de l'open, etc. Mais il y a des choses qui sont en train d'arriver de manière assez importante qui me font penser qu'aujourd'hui, on est en train de subir une révolution qui avait été juste très longtemps repoussée. C'est vrai que l'éducation est un domaine assez préservé et qui fait que les lignes sont en train de bouger. Ça correspond bien à notre timing chez FBS, parce que c'est les questions qu'on a mis au cœur de notre identité, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Deuxième chose qui me fait penser ça, qui fait le lien avec ce que je viens de dire, je disais, l'éducation, au bout du compte, n'a quand même pas tellement changé
ces centaines de dernières années. Moi, c'est un truc qui m'effraie pas mal. Il y a ici une formule de Sébastien Thrun, le fameux prof de Stanford, qui est derrière, a quitté Stanford avec le succès, vous savez, ce fameux cours sur l'intelligence artificielle, celui sur lequel, en lançant le cours, parce qu'on s'interroge tous sur la question, par exemple, du business model des MOOC, derrière, un tel succès, parce que vous avez eu plus de 140 000 inscrits quand même, alors que Stanford, c'est 14 000 étudiants environ, même si, au final, vous avez peut-être que 10% qui vont aller jusqu'au bout, vous avez quand même doublé votre volume d'étudiants que vous avez touché avec ces questions. Un type comme ça quitte il y a quelques mois Stanford pour créer Udacity. On sent bien qu'à un moment, il y a des lignes qui sont en train de bouger. Et c'est vrai que, très honnêtement, le prof, comme on le connaît et comme on l'a tous connu, c'est-à-dire le type sur son estrade, face à son public, délivrant un savoir pendant 3 heures, tout seul, disant en gros, voilà, écoutez-moi, aimez-moi, c'est moi la vérité, si possible, fermez votre portable. Ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, en train d'être pas mal challengé aujourd'hui. D'ailleurs, tous les discours consistant à dire fermez vos ordinateurs portables, etc., tout ça, c'est quand même pas super populaire. Voilà. Ça fait partie des éléments. Deuxième élément qui drive pas mal cette révolution, mais tout ça vous connaissez, donc je vais assez vite, la place de la technologie, des TIC, qui est quand même aujourd'hui clairement au cœur de notre quotidien, et c'est vrai qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et ça challenge même la question de nos outils. Moi j'ai un avis par exemple sur les tableaux interactifs. Aujourd'hui, gardez une trace sur ce que vous avez écrit sur votre paperboard, sur votre idée de business model. Dégainez votre portable, prenez une photo, vous la shootez à vos camarades ou à ceux que vous avez envie de toucher. Voilà, il y a une vraie réflexion et aujourd'hui qui est totalement présente, en tout cas chez nos étudiants, qui correspond à notre cœur de cible, qui n'est pas neutre. Cet impact de la technologie, vous retrouvez ici Sheryl Sandberg, la CEO qui nous pose, la photo est impressionnante. Toutes les industries vont être modifiées et là aussi, je pense qu'on est à un point qui est assez proche de ce qu'a connaître la presse ou l'édition dans le milieu, effectivement, de l'éducation. Avec quand même une bonne nouvelle, c'est que la promesse de ces changements et de ces révolutions, c'est le fait de replacer l'homme au cœur du modèle. Donc, chez nous, le fait de replacer l'étudiant au cœur du processus, qui est quand même pas bête non plus, avec des questionnements, quel service lui apporter, quel tutorat lui apporter, quel coaching, c'est intéressant. Un élément sur qui questionne aussi au moment de cette révolution, la question du business model d'une école. C'est une école en général, c'est assez une école ou une université, hein, c'est assez sympa comme environnement. Pour ça, en général, on y reste en tant que prof. Mais au bout du compte, si on regarde bien le modèle, c'est quand même un modèle réservé à quelques privilégiés, basé sur une sélection draconienne et l'exclusivité, et plus important que tout, on sait tous que derrière la question du modèle éducatif, il y a aussi la question de la rentabilité de ce modèle, et clairement, ce ne sont pas des modèles qui sont rentables en tant que tels. Donc, il y a quand même des questions hyper importantes aussi au cœur du processus, qui est comment arriver à créer un modèle pertinent, repositionnant l'étudiant au cœur du processus, intégrant le meilleur des innovations et des technologies, et puis rentable pour ceux qui décident de se lancer dans cette aventure. Moralité, effectivement, un risque de faillite du modèle qui est facile à mettre et à démontrer. Voilà. Ça, c'est des éléments pour lancer la discussion. 4 facteurs de changement que nous, à SBS, on a clairement intégré au moment de réfléchir à notre nouveau programme et à notre nouveau processus, dans notre New School. Cette question de la technologie, qui va être hyper intéressante. Alors, elle vient bouger toutes les lignes des business models. Je trouvais que le Google Glasses était un exemple de ce qui fait en ce moment beaucoup parler de soi, mais les ramifications de cet impact de la techno, on a la question de la mobilité qui est hyper intéressante. Et les gens espèrent aujourd'hui travailler, apprendre, étudier où qu'ils soient et peu importe leur lieu, leur moment, etc. Tout ça. La question du mobile learning est hyper intéressante. Comment imaginer effectivement la question des supports et la transposition des supports, elle est passionnante, avec des questions qu'on se pose et qui sont intéressantes, la place du mobile, la place de la tablette,
rapport à l'ordinateur portable, qui est intéressante. Et le cloud computing qui vient effectivement nous offrir la possibilité d'avoir nos infos où qu'on soit. Ça, c'est le pendant un petit peu de ce qu'on vient de voir qui est hyper intéressant. Et je pense qu'on ne peut pas imaginer les choses sans ça, même s'il y a des débats que je trouve un peu d'arrière-garde sur méfions-nous du cloud computing et si on perd ses affaires, etc. Tout ça. Perdre son ordi, c'est juste dramatique aussi. Mais donc voilà, des éléments de discussion. Deuxième position ou deuxième facteur de changement intéressant, un des grands sujets sur lequel il va être intéressant de discuter, c'est les fameuses promesses du social learning. L'éducation online, c'est pas un truc qui est vraiment nouveau. On s'essaie tous depuis 10-15 ans à tous ces processus de formation en ligne. Pas de manière très réussie, en tout cas en France depuis quelques temps, et là c'est en train de bouger. C'est vrai que la technologie Web 2.0 annonce quand même des choses assez intéressantes. Nous, on croit beaucoup à cette dimension de social learning ici, à FBS. On pense que c'est effectivement une manière de réenchanter les choses. Alors, pourquoi? Parce que moi, je suis persuadé que ça va transformer la formation de demain. C'est cette dimension collaborative de la formation. C'est-à-dire, imaginez qu'effectivement le savoir ne se transmet plus que de manière verticale entre le prof, qui est le seul pourvoyeur de savoir, avec des questions existentielles pour nous qui sont quelle est la place aujourd'hui d'un prof par rapport à Internet, par rapport au savoir qui se trouve sur le net. Probablement sa place elle est essentielle. Probablement que la logique de curation par exemple devient de plus en plus pertinente. Sélectionner l'information, jouer le rôle de filtre social pour amener la bonne information au bon endroit. Et là, les réseaux sociaux et la technologie web nous apportent des perspectives hyper intéressantes. Et en même temps, regardez ce que ça paraît pas être un gros scoop, on connaît tous ça dans nos organisations. Ce que je voulais montrer par là, c'est que ce qu'on commence à comprendre, c'est qu'au bout du compte, on a tous besoin d'interagir et d'échanger nos savoirs. La nouveauté, c'est simplement qu'on arrive à amener ça de manière pertinente à tous nos étudiants, de manière personnalisée, de manière sur une logique multicampus, voilà, quelque chose qui va être, à mon avis, passionnant à tester. Alors là, je me suis amusé pour dire, en réalité, forcément, on n'apprend jamais seul, mais avec les autres. Et là, c'est les deux slides de tout l'humour nécessaire à une présentation. C'est pas toujours totalement glorieux, et ça donne des trucs qui sont pas forcément super pertinents, mais voilà. En tout cas, cette dimension de social learning, c'est un vrai truc à discuter ensemble. Moi, je crois beaucoup à ça. Alors, comment est-ce nous, on a décidé de le mettre en œuvre, pour qu'on s'expose un peu, parce qu'il ne suffit pas de dire que c'est une super révolution. Pousser sur la dimension de peer-to-peer, c'est-à-dire pousser sur le fait que les étudiants aillent sur du travail collaboratif. C'est-à-dire qu'après tout, vous savez qu'il y a une formule facile qui dit 90% de ce qu'on enseigne, on le retient. Moi, j'ai longtemps fantasmé sur l'idée d'essayer d'arriver à torturer mes étudiants en les obligeant à faire le cours à ma place, qui est une vraie posture de feignant, mais en même temps, ça oblige à maîtriser parfaitement tous les angles d'attaque d'un sujet, et c'est la vraie question, et le peer-to-peer est intéressant là-dessus. Les plateformes, les LMS, les différents outils permettent d'imaginer qu'effectivement les livrables rendus par certains étudiants sont corrigés par d'autres et qu'on rentre sur un vrai processus de collaboration, de co-apprentissage, etc. Et la deuxième dimension qui est, moi, celle que j'appelle celle des learning makers, et vous retrouvez forcément la dimension makers que j'ai piqué à Chris Andersen dans son dernier bouquin, dans lequel là aussi il annonce une révolution industrielle. Je ne suis pas persuadé aujourd'hui que le prof soit le seul pourvoyeur de savoir. C'est-à-dire qu'on a déjà testé ça au sein de FBS, la capacité que peuvent avoir les étudiants à générer et à coécrire des e-books par exemple, à coécrire le cours ensemble. Et là encore, c'est différent. Ça, par contre, en termes de résultats d'apprentissage, c'est passionnant. Là, on teste des choses qui sont beaucoup plus fortes. La prise de notes collaborative, par exemple, c'est que la porte d'entrée sur ce genre de choses, mais imaginez qu'effectivement, on arrive à dépasser ce qu'on fait encore beaucoup trop, c'est une prise de notes très années 80 où chacun dans son coin est en train de prendre ses notes, alors que
un Google Doc ou un équivalent permet de co-construire un certain nombre de prises de notes, qui fait qu'à la fin du cours, on a déjà des trucs qui préfigurent, des e-books, etc. Tout ça. Et puis, on s'est décidé à se lancer dans la logique des MOOC dès la rentrée prochaine. Parce que je pense que c'est quelque chose qui va être hyper intéressant. Et surtout, ce qui est passionnant, c'est que le MOOC par nature, c'est du social learning. Par nature, la vocation, c'est d'arriver à faire interagir une communauté, créer de l'intelligence collective et générer des résultats qui dépassent ce qu'on pourrait arriver en face à face. Donc cette pédagogie un peu du côte à côte, portée un petit peu par le MOOC, voilà, ça c'est hyper intéressant. Et vous remarquerez que j'ai mis le haut, un des deux hauts aussi dans une autre couleur, tout simplement parce que c'est clair qu'il y a la dimension open, par exemple, qui peut être travaillée, mais rien que déjà en travaillant le côté le collaboratif, le massif, le online, voilà, on peut déjà travailler sur du social learning, et puis après d'ouvrir sur le reste du monde est hyper intéressant. Pédagogie inversée. Jérôme retrouvera une formule que j'ai copieusement piquée à nos amis d'Uzbek Erika, que je remercie d'ailleurs. N'hésitez pas, ils ont amené leur dernier magazine lancé ce matin, mais vous aviez il y a quelques temps un numéro qui a moi confirmé un certain nombre de mes intuitions, et il y avait une formule qui résume bien, je trouve, le social learning. C'est vraiment là où on apprend à la maison et on fait ses devoirs en classe, quoi. Ça, c'est la promesse d'avenir qui est hyper intéressante dans le social learning, dans la technologie adaptée à la salle de classe. C'est effectivement la capacité, et pour un prof, très honnêtement, se débarrasser de tout ce qui est répétitif, tout ce qui fait qu'honnêtement, c'est pas là où on apporte le gros de notre plus-value en tant qu'expert. Balancer, fait à la maison avant, pour pouvoir en salle de classe travailler sur de l'expérimentation, de l'innovation, etc. C'est un vrai fantasme de prof. Et si enfin on arrivait à faire bosser les étudiants avant qu'ils arrivent en classe pour d'un seul coup tout de suite monter en puissance. Ça, je pense qu'on va arriver à ça enfin. Pour aller vite, pour vous laisser la parole et pour qu'on puisse tous débattre, un des sujets qui est au cœur aussi de notre réflexion dans le design vraiment du contenu des cours, des séquences, des escales, etc., c'est l'explosion des sciences cognitives. Le fait qu'on comprenne beaucoup mieux comment fonctionne le cerveau. Vous avez ce fameux bouquin de Medina, vous savez, les 10 règles de fonctionnement du cerveau, qui sont hyper intéressantes. Qu'un cerveau soit saturé au bout de 10 minutes, qu'on doit repenser des manières de voir les choses. Je fais des flèches. Voilà. On pourra débattre de ça. Moi, un des trucs qui me passionne, par exemple, c'est comment adapter une révolution comme les neurones miroirs. La fameuse découverte de Rizzolatti sur le fait que on a un cerveau qui fonctionne en Wi-Fi, un mimétisme d'apprentissage en regardant l'autre faire. C'est hyper intéressant adapté à la pédagogie. Comment montrer pour que ça soit reproduit. Vous voyez le type de réflexion. Ça, c'est une des réflexions qui a inspiré notre design de notre nouvelle plateforme qu'on lance là, dans les prochains jours, sur lesquels on est en train de terminer le prototype. On a prévu une interface de social learning introduisant des MOOC avec une plateforme qu'on appelle The Brain pour aller piquer la dimension, on pourra en parler, le cerveau connecté, collaboratif et collectif, qui correspond bien à cette dimension de social learning de la plateforme. Et puis, pour aller vers la fin, ce quatrième élément qui va bouger cette réflexion sur l'éducation, effectivement, tout ce qu'on va gagner grâce à une information présente partout, on va pouvoir la compenser avec un mentorat, un tutorat, un accompagnement, c'est vrai, de nos étudiants, que nous, on aime bien aller puiser dans ce modèle d'éducation que sont les compagnies du devoir, quand même qui a traversé les âges, qui est hyper intéressant pour se positionner par rapport à ce coaching de l'étudiant, revenir à un vrai service, voilà, pour l'accompagner sur son savoir. Il est temps d'imaginer des nouvelles approches éducatives. La question des serious games, c'était l'illustration pour ouvrir une porte de plus dans nos débats. 80% des adolescents jouent en ligne. Vous avez peut-être vu, ça y a une bonne conférence TED là-dessus, comment les jeux vidéo dopent les fonctions cognitives.
En même temps, un jeu vidéo, c'est pas mal parce que ça apprend à solutionner des problèmes, à travailler en collaboratif, à avoir une pensée stratégique, etc. etc. Les études qu'on a là-dessus en sciences cognitives sont intéressantes. À bonne dose, c'est hyper intéressant pour doper les soft skills. Conclusion, est-ce que la voie est bonne? Et je terminerai là-dessus. Je voulais emprunter trois réflexions à trois penseurs assez médiatiques quand même, qui font pas mal parler d'eux, qui ont planché sur ces questions d'éducation, de manière assez parallèle. C'est aussi ceux qu'on met en avant quand on parle d'agilité en entreprise, etc. Vous avez les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur de Morin, le Joël de René avec 2020 et scénario du futur, et puis forcément Michel Serres et article 7. Tous vous disent la même chose, il faut réinventer clairement l'éducation. Il faut aller vers un format non plus individuel, mais une intelligence collective. C'est le pari, et clairement c'est la posture prise par FBS avec sa New School. Voilà, je pense que je vous ai ouvert plein